Venons-en maintenant au sujet qui nous réunit aujourd'hui. L'injustice fiscale actuelle prive les pays du Nord comme les pays du Sud de recettes légitimes. Grâce à diverses pratiques d'optimisation et d'évasion fiscale, les grosses fortunes et les firmes transnationales, c'est-à-dire les multinationales, profitent des failles du système fiscal international pour payer très peu, voire pas du tout d'impôts. Des centaines de milliards d'euros échappent chaque année aux recettes des États, qui manquent pourtant des moyens pour financer les services publics d'intérêt général. Ce soir, nous allons donc nous intéresser principalement à ce qui se passe dans les pays du Sud, aux conséquences du manque de financement public et aux actions qui sont menées par plusieurs réseaux pour instaurer une fiscalité juste. Réorganiser la fiscalité autrement pour contribuer à réduire les inégalités sociales et économiques au niveau mondial est possible. C'est ce que nous allons tenter de comprendre tous ensemble. Pour introduire le sujet de la fiscalité en le mettant en lien avec les inégalités mondiales, nous avons fait appel à Antonio Gambini, chargé de recherche et plaidoyer au CNCD 1111, et Cédric Leterme, chargé de projet au CETRI, Centre Tricontinental. Pour nous témoigner de leur réalité et nous éclairer de ce qui se vit chez eux en cette période de crise sanitaire, nous avons fait appel à Aboubacar Koto-Yerima de l'ONG béninoise APROSOC, Association pour la protection sociale, et Maria Guitel des Philippines de l'association Sempe Mindanao. Pour nous éclairer sur la dette et les plans d'ajustement structurel, nous accueillerons Maria Lucia Fattorelli, coordinatrice nationale de l'audit par les citoyens de la dette du Brésil. Pour nous parler de leur constat d'injustice fiscale et de leurs propositions pour la justice fiscale, nous accueillerons Cynthia Umurungwi du Kenya, qui travaille pour le Réseau africain pour la justice fiscale, et Graziele Custodio David du Brésil, qui travaille pour le Réseau Justice Fiscale d'Amérique latine. Antonio Gambini interviendra à ce moment-là pour nous parler des propositions issues de la campagne du CNCD 1111. Et enfin, pour nous parler des mobilisations citoyennes partout dans le monde, en direct de Marseille, nous écouterons Marie-Antonelle Joubert de l'Alliance globale pour la justice fiscale. Je vous souhaite une belle émission à vous toutes et tous. À toi, Sébastien. Merci Corinne. Eh bien, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet avec notre collègue Antonio Gambini, qui est chargé de recherche et de plaidoyer au CNCD 1111 et qui va nous dresser en 5 minutes les principaux constats de cette injustice fiscale mondiale. De quoi s'agit-il? Comment en est-on arrivé là? On a appelé ça les coups de poing fiscaux d'Antonio Gambini. Antonio, c'est à toi. Merci, merci. Vous m'entendez? Ça fonctionne, superbe. Donc, merci Corinne, merci Sébastien, merci à tous nos invités, tous nos partenaires. Donc, j'avais préparé quelques diapositives que la régie va mettre en ligne. Sinon, je vais le faire. Voilà, merci Régis Dupont. Donc, voilà. Ce qui est important de comprendre, c'est que le monde, de plus en plus, vit dans une situation d'injustice fiscale massive. Et lorsqu'on dit d'injustice fiscale, de quoi on parle? Eh bien, premier constat, les individus riches payent de moins en moins d'impôts. Ici, dans ce graphique, vous avez un exemple. Qu'est-ce que c'est? C'est l'évolution du taux d'impôt payé par les plus riches. Donc, ce qu'on appelle techniquement le taux d'imposition marginal supérieur à l'impôt sur le revenu. Et donc, vous voyez bien que donc il y a eu historiquement une augmentation au début du siècle dernier. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'à partir des années 70-80, eh bien, le taux d'impôt payé par les plus riches baisse, ne cesse de baisser. Voilà pour les individus riches. Donc ça, c'est le taux officiel. Donc officiellement, ils sont censés de payer de moins en moins d'impôts. Mais c'est seulement une partie de la réalité. Prochaine slide. Eh bien, vous voyez en fait que les personnes riches sont aussi celles qui fraudent le plus.
Et évidemment, il s'agit d'argent qui est frauduleusement caché dans les paradis fiscaux, mais il y a déjà des estimations qui existent. Et vous voyez, ici, dans ce tableau, j'ai mis 3 estimations assez récentes. Les estimations varient entre 7 600 000 milliards de dollars qui sont ainsi dissimulés dans les paradis fiscaux, jusqu'à 32 000 milliards. Donc, les estimations sont assez divergentes, mais par contre, elles convergent pour dire que tout ça, ça coûte, eh bien, ça coûte combien? Ça coûte environ 200 milliards de dollars. En euros, c'est à peu près la même chose. 200 milliards de dollars qui ne sont donc pas payés chaque année à cause de la fraude fiscale des personnes les plus riches. Voilà pour les personnes les plus riches. Il y a une autre catégorie de contribuables qui payent de moins en moins d'impôts. Prochaine diapositive. En fait, c'est les grandes entreprises multinationales. Qu'est-ce que vous voyez dans ce tableau? Eh bien, c'est un tableau basé sur les chiffres du Fonds monétaire international qui, en fait, nous démontre que les taux d'impôt sur les bénéfices des sociétés ont presque diminué de moitié depuis 1980. Vous le voyez, en 1980, la moyenne mondiale était plus de 40%, et aujourd'hui, on est à moins de 25%. D'ailleurs, si on continuait cette courbe, si la courbe devait continuer à descendre au même rythme, eh bien, en 2052, il y aura les bénéfices des entreprises seront taxés à 0%. Donc, en 2052, les entreprises ne vont plus contribuer du tout à la solidarité. Mais là aussi, c'est la pointe de l'iceberg. Ce qui se passe, très juste, prochaine slide, c'est que les grandes entreprises multinationales ne payent même pas ces taux d'impôt très bas et en fait s'amusent à déplacer leurs bénéfices, leurs profits taxables vers les paradis fiscaux afin de ne pas payer d'impôts ou d'en payer beaucoup moins. C'est des manœuvres pour la plupart légales, mais qui, en tout cas, coûtent beaucoup d'argent. Alors ça, vous voyez une estimation du Fonds monétaire international en 2016 qui estime que tout cela coûte environ plus de 650 milliards de dollars par an d'impôts non payés. Et alors, évidemment, les pays riches, c'est là où il y a plus d'optimisation fiscale, plus d'impôts non payés. Mais ça, c'est en termes absolus. Dans les pays non OCDE, donc pour la plupart des pays en développement, évidemment, le phénomène est plus grave en part de PIB. Donc voilà la situation. Les riches payent de moins en moins d'impôts, légalement ou illégalement. Les grandes entreprises multinationales payent de moins en moins d'impôts, légalement ou avec de la créativité fiscale et comptable. Et c'est très grave pour le Sud qui en plus est exclu à ce stade de la plupart des centres de décision internationaux en la matière. Merci. Merci à toi, Antonio. Alors, l'émission d'aujourd'hui s'appelle Injustice fiscale, le Sud dans l'œil du cyclone. On va donc mettre la focale sur les conséquences de cette injustice fiscale pour les pays du Sud global. Et on va commencer avec Cédric Leterme. Cédric est docteur en sciences politiques et sociales. Il est chargé d'études au CETRI, c'est le centre tricontinental basé à Louvain-la-Neuve, qui est un partenaire et une des organisations membres du CNCD 1111. Cédric Leterme a notamment coordonné le numéro de la revue Alternative Sud qui est intitulé « Quelle justice fiscale pour le Sud ?» qui a été publié aux éditions Sileps. Il aura d'ailleurs l'occasion de nous en parler durant sa présentation. Cédric, merci d'être parmi nous. Oui, bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, effectivement. Merci à toi. Cédric, peut-être pour commencer, en quoi l'injustice fiscale est l'un des éléments fondamentaux des inégalités Nord-Sud aujourd'hui? Oui, alors de fait, pourquoi est-ce que cette question-là de la fiscalité elle est centrale dans la question des inégalités Nord-Sud? Pour une raison qui est assez simple, c'est parce que le Sud, en fait, est la principale victime à l'heure actuelle de l'injustice fiscale à l'échelle internationale. Et ça, c'est non seulement une conséquence des inégalités Nord-Sud, mais c'est aussi un facteur aggravant des inégalités Nord-Sud. Alors, pourquoi est-ce que je dis que le Sud est la principale victime? Il l'est à plusieurs titres. Antonio en a touché déjà un mot. La première raison, c'est parce que en fait, c'est dans les pays du Sud qu'on retrouve les États qui perdent le plus proportionnellement de ressources à travers et à cause de l'évasion fiscale. Donc, je dis bien proportionnellement. C'est évident que si on regarde en valeur absolue, plus une économie est grosse, plus elle a tendance à perdre beaucoup en évasion fiscale. Et donc, les têtes de peloton en valeur absolue, c'est les États-Unis et la Chine parce que c'est les économies les plus grosses.
Maintenant, si on rapporte l'ampleur de l'évasion à la taille des PIB, Antonio l'a bien dit, on se rend compte qu'en fait, ce sont les pays du Sud et les régions du Sud qui perdent le plus de ressources, donc en proportion de leur richesse nationale, à travers les mécanismes d'évasion fiscale, et notamment la région africaine est la région qui perd le plus dans ce domaine-là. Alors ça, c'est le premier problème. Il est évidemment d'autant plus problématique que c'est également dans ces régions-là qu'on retrouve les besoins de financement les plus importants. Donc, moins il y a de ressources, moins on est à même de lutter contre la pauvreté, de lutter contre les inégalités, de pouvoir développer des infrastructures, de mettre en place des services publics, des soins de santé, etc. Le problème, c'est que si on n'a pas des ressources internes pour le faire, on est obligé de se tourner, quand on est capable de le faire, vers de l'endettement extérieur. On essaye d'attirer des investisseurs, on prend des prêts auprès d'institutions internationales, etc. Et donc, ça crée des lourds problèmes de vulnérabilité et de dépendance externe, et ça aggrave aussi la spirale des inégalités. Donc ça, c'est le premier souci. Le deuxième élément qui fait que les populations du Sud souffrent vraiment de l'injustice fiscale, c'est parce qu'en plus, elles se retrouvent généralement dans des États dont les fiscalités nationales sont les plus régressives, c'est-à-dire des fiscalités qui ont tendance à peser proportionnellement plus sur les revenus des ménages les moins fortunés que sur les revenus des ménages les plus riches, ce qu'on appelle plutôt une fiscalité pour le coup progressive. Donc dans les pays du Sud, ce n'est pas le cas. C'est en partie lié à l'ampleur de l'évasion fiscale. À partir du moment où vous avez toute une série de revenus que vous n'êtes pas capable ou que vous n'avez pas envie de taxer, vous vous reportez principalement sur les autres, ceux qui restent, c'est-à-dire essentiellement les consommateurs, les PME, etc. Donc ça, c'est un facteur, ce n'est pas le seul. Il y a aussi des problèmes de manque de moyens dans les administrations publiques pour pouvoir collecter l'impôt, et donc on a tendance à se reporter sur des impôts qui sont plus faciles à collecter, comme la TVA par exemple, mais qui a un impôt profondément régressif. Il y a aussi des problèmes liés à la structure économique. Il y a énormément d'économies informelles. Donc là aussi, c'est compliqué d'avoir recours à des impôts qu'on appelle des impôts directs, qui sont des impôts qui ont tendance à être plus progressistes. Et donc, on s'en remet plutôt à des impôts indirects comme la TVA, de nouveau, des taxes sur la consommation, etc. Donc, il y a différents éléments qui expliquent cette régressivité des systèmes fiscaux au Sud. Toujours est-il que, de nouveau, en moyenne, dans ces régions-là, on retrouve à la fois des pays où les taux de perception d'impôt, c'est-à-dire la proportion de la richesse nationale qui est socialisée à travers l'impôt, a tendance à être plus faible que dans les économies du Nord. Donc le potentiel redistributif, il est déjà plus faible, puisqu'on a en général en moyenne entre 10 et 20% du PIB qui est affecté à l'impôt, là où dans les économies dites développées, on atteint des 30-40% parfois. Et par ailleurs, la structure même de l'impôt qui est perçue repose malheureusement proportionnellement beaucoup plus sur les catégories de population et sur les entreprises les plus vulnérables et les plus pauvres. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, Antonio en a aussi touché un mot rapide, c'est que le Sud se retrouve aussi malheureusement exclu des principaux lieux de décision en matière de fiscalité internationale. Alors, il faut savoir qu'il n'existe pas d'organisation internationale de la fiscalité à proprement parler. D'ailleurs, j'imagine qu'on va en reparler, mais c'est une des revendications qui est portée par certains mouvements en faveur de la justice fiscale, pas tous. On pourra peut-être y revenir aussi. Mais donc, à l'heure actuelle, c'est tout un réseau de forums plus ou moins formels qui s'occupent de ça, qui sont très fortement dominés par le Nord et au sein desquels l'OCDE, en fait, donc l'Organisation de coopération et de développement économique, occupe une place centrale. Donc, c'est vraiment elle qui, à l'heure actuelle, fait office d'organisation internationale de la fiscalité par défaut. Le problème, c'est que l'OCDE est tout sauf une institution démocratique. C'est une institution qui est composée des États qui ont atteint un certain niveau de développement économique ou qui ont des liens avec le camp occidental et donc sont exclus de cette organisation-là l'immense majorité des pays de la planète, à commencer par les pays du Sud. Donc ça pose un gros problème de légitimité puisque c'est au sein de l'OCDE pour l'instant que sont discutées et négociées les principales règles en matière de fiscalité internationale. Donc voilà, pour répondre à votre question, c'est vraiment les trois éléments qui font que les pays du Sud sont les premières victimes de l'injustice fiscale aujourd'hui à l'échelle internationale. Merci. Et en termes de solutions pour la justice fiscale, qu'est-ce que… Bon, tu as déjà parlé de la nécessité d'une gouvernance internationale là-dessus. Dans les pays du Sud en particulier, qu'est-ce que toi tu mets en avant et ce qui est peut-être mis en avant éventuellement dans ce numéro d'Alternative Sud dont je parlais tout à l'heure. Si tu peux un peu aussi nous en présenter le contenu. Oui, brièvement. Oui, volontiers. Je vais essayer effectivement de ne pas être trop long. Donc, effectivement, à partir de ce constat-là, à l'heure actuelle, il y a peu de monde qui vont nier le fait qu'il va falloir faire quelque chose en matière de justice fiscale, y compris au sein des grosses organisations internationales qui sont principalement responsables de la situation.
le FMI, l'OCDE, etc., commencent à dire de plus en plus eux-mêmes que les niveaux actuels d'injustice fiscale ne sont pas tenables, pour toute une série de raisons. Donc, il est assez évident pour tout le monde que le monde d'après, après Covid, mais aussi après, après transition, etc., devra impliquer davantage de justice fiscale, ne serait-ce que pour résoudre la question des inégalités nord-sud, mais aussi au sein même des États. À partir de là, il y a toute une série de questions qui se posent et qui sont en partie abordées dans l'ouvrage, effectivement, dont tu as parlé. La première, c'est comment faire, à travers quel mécanisme est-ce qu'on peut faire ça, et notamment à travers quel mécanisme est-ce que les pays du Sud peuvent faire ça. Une des réponses qui est apportée par certains mouvements, c'est effectivement la création d'une institution financière internationale dans le cadre de l'ONU, donc qui serait représentative de l'ensemble des pays de la planète, qui permettrait d'adresser ces questions. Dans l'ouvrage, il y a un auteur qui dit que ce n'est pas spécialement une bonne idée, ou en tout cas à court terme, pour les pays du Sud, il serait peut-être plus utile de développer d'abord des institutions de coopération régionale qui permettraient à ces États-là de se coordonner, à mettre en place des mécanismes qui leur permettraient ensuite d'arriver plus unis et plus forts dans des instances supérieures. Donc voilà, ça c'est un débat par exemple qui existe en matière de comment faire pour arriver à plus de justice fiscale. Une autre question, c'est la question des conditions de possibilité. C'est-à-dire qu'on sait bien que la mondialisation économique et financière est principalement responsable, sinon du problème, en tout cas de son aggravation extrême dans les dernières décennies. D'abord parce qu'elle met en concurrence les États entre eux, notamment d'un point de vue fiscal, pour attirer des investisseurs et des entreprises sur leur sol. Et par ailleurs, parce qu'à travers la liberté de circulation des capitaux, la dérégulation financière, etc., on a favorisé évidemment un terrain de jeu mondial pour la finance qui favorise l'évasion fiscale, l'apparition, la multiplication des paradis fiscaux, etc., etc. Et donc, dans ce cadre-là, demander aux États d'adopter des politiques nationales fiscales plus justes dans un contexte structurel où l'économie mondiale les pousse à faire exactement l'inverse, c'est un peu compliqué. Donc, il faut voir aussi comment articuler les campagnes en faveur de la justice fiscale vers les déterminants structurels qui poussent à un monde qui favorise structurellement l'injustice fiscale. Donc ça, c'est une deuxième question. Et un troisième élément qui est abordé dans le livre, c'est la question de qu'est-ce qu'on entend en fait par justice fiscale. Ça veut dire quoi, la justice fiscale? Spontanément, on a tous en tête une fiscalité progressive, c'est-à-dire qui repose proportionnellement plus sur les épaules de ceux qui peuvent le plus se le permettre. Ça, c'est un peu l'accord minimal qu'on peut avoir entre nous. Mais en sous-main, il y a quand même toute une série d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. C'est par exemple comment est-ce qu'on articule justice fiscale avec justice de genre. J'imagine qu'on va en parler aussi, mais on sait que les femmes n'ont pas du tout les mêmes structures de revenus, les mêmes habitudes de consommation, les mêmes places au sein des foyers, etc. Et donc la fiscalité a un impact déterminant sur les inégalités de genre. Et donc réfléchir à la justice fiscale, ça doit aussi passer par une réflexion sur les inégalités de genre et comment on intègre ça. Ça, c'est un exemple. Il y a la question environnementale aussi. On a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, en France, que la question de la justice écologique et de la transition écologique, elle doit passer aussi par de la justice sociale. Et donc, essayer d'amener des transitions par de la fiscalité verte, mais sans tenir compte des inégalités socio-économiques, ça peut aussi créer des gros problèmes. Donc voilà, comment est-ce qu'on articule un peu ces différentes dimensions possibles de la justice fiscale? Dimension environnementale, dimension de genre, dimension nord-sud aussi, comment est-ce qu'on intègre cet aspect-là dans une fiscalité qui soit juste? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une justice fiscale de tous ces points de vue-là? C'est aussi une question qui est pas évidente, à laquelle moi, je n'ai pas spécialement de réponse, mais qu'on a voulu essayer de mettre en lumière effectivement dans ce bouquin. Et donc, oui, pour répondre rapidement à ta question, c'est un ouvrage qui est paru donc, il y a 1 an. Il fait partie de la série Alternative Sud, dont l'objectif est en fait de donner la parole aux auteurs et aux autrices du Sud sur les problématiques qui les concernent. Et donc, dans ce cas-ci, sur la question de la justice fiscale, c'est un numéro qui a été réalisé en collaboration avec le CNCD et aussi avec la Global Alliance for Tax Justice. Donc, je remercie à nouveau Marie-Antoinette, je sais qu'elle prendra la parole plus tard, grâce à laquelle on a réuni toute une série d'auteurs et d'autrices dans ce numéro. Et donc, il y a une dizaine de contributions qui sont reprises là-dedans, qui adressent la question des inégalités nord-sud du point de vue de la fiscalité d'un point de vue mondial, qui essayent de donner aussi un panorama régional des différentes régions du Sud, quelle est la situation en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Et alors, il y a aussi des articles plus transversaux qui essayent de montrer le lien entre justice fiscale, inégalité de genre, justice fiscale et transition écologique. Et alors, on a essayé aussi de mettre en avant certains des débats dont j'ai parlé, c'est-à-dire que comment arriver à plus de justice fiscale, à travers quelles conditions de possibilité, quelles limites aussi il y a parfois avec les outils de la fiscalité. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux privilégier d'autres outils que simplement la fiscalité pour lutter contre les dégradations environnementales, des choses comme ça. Donc c'est un livre qui a voulu montrer aussi la diversité des acteurs et des débats qui existent au sein même du mouvement pour la justice fiscale. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci encore.
Merci Cédric. Non, c'était parfait. Donc, pour rappel, le lien vers le site du CETRI sur lequel vous pouvez commander en ligne le bouquin « Quelle justice fiscale pour le Sud » a été mis dans la conversation. Donc, pour les personnes qui nous suivent sur Zoom, le lien se trouve dans la conversation Zoom. On aura l'occasion, durant ces 2 heures, de prendre des questions qui sont envoyées dans le question-réponse par les participants et participantes. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit et elles seront par la suite... il y aura une sélection qui sera faite par notre collègue Thomas et qui fera remonter ces questions à nos intervenants et intervenantes. Voilà, moi je repasse la parole maintenant à Corinne pour la suite. Merci Sébastien. Alors, comme je l'ai dit en introduction, nous avons voulu donner la parole à des personnalités actives et engagées dans la solidarité dans leur pays pour qu'ils nous aident à mieux comprendre leur vécu de leur point de vue. Nous vous proposons pour commencer un coup de projecteur au Bénin avec M. Aboubacar Koto Yerima, coordinateur d'une ONG béninoise qui s'appelle APROSOC, Association pour la protection sociale. Cette ONG met en mouvement des centaines de volontaires pour développer des mutuelles de santé au Bénin. Koto, bonjour et bienvenue. Bonjour Corinne. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Alors, j'ai une première question oui. Qui est plutôt relative au confinement, parce que je pense que vous le vivez aussi au Bénin. Comment ça se passe, le confinement chez vous? Merci beaucoup Corinne et bonsoir à tous les participants à cette réunion. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites, surtout de pouvoir échanger sur la situation au Bénin. Effectivement, avec la situation de la pandémie du coronavirus, le Bénin aussi n'est pas épargné, même si comparativement à ce qui se passe chez vous en Belgique et en Europe de façon globale, nous pouvons nous estimer heureux avec moins de cas du Covid-19 et moins de morts. J'en profite pour vous souhaiter beaucoup de courage et espérer vivement que le déconfinement sera progressivement total afin que les activités reprennent de plus belle. Au Bénin, il faut préciser que nous n'avons pas un confinement total. En réalité, le pays a connu ce que nous avons appelé ici l'instauration d'un cordon sanitaire. Simplement parce que c'est la partie sud du Bénin qui a été le plus touchée par le Covid et le gouvernement a institué un cordon sanitaire qui a divisé le pays en 2 parties qui restent coupées l'une de l'autre. La partie sud est coupée de la partie centre et du nord, mais à l'intérieur de chaque partie, les citoyens peuvent se déplacer comme bon leur semble. Et donc, ce n'est pas le confinement comme vous l'avez vécu ou comme vous le vivez en Belgique, en France et ailleurs là-bas, mais c'est beaucoup plus l'impossibilité de passer d'une partie du pays qui est plus atteint par le Covid vers l'autre partie qui est plus ou moins saine, si on peut ainsi dire. Alors, ce qui nous frappe beaucoup plus ici, ce n'est pas les questions de mobilité, mais beaucoup plus un certain nombre d'interdictions qui affectent notre quotidien. Et dans un premier temps, il est interdit de mener un certain nombre d'activités qui regrouperaient plus de 10 à 50 personnes. Or, comme tu le sais, Corinne, eh bien, aussi, je pense, les autres, en Afrique, tout ce que nous faisons est beaucoup plus communautaire. La vie en famille est communautaire et les activités sont des activités communautaires. Les gens sont beaucoup plus dans l'informel où c'est en se côtoyant les uns avec les autres qu'ils gagnent leur pitance. Alors, interdire les activités à grande mobilisation de personnes
est quelque chose de difficile à vivre. Au plan culturel, ici, nos enterrements se font d'une certaine façon où c'est beaucoup plus toute la communauté qui se réunit pour enterrer leurs morts, mais avec le Covid, la mesure est prise pour que les enterrements ne mobilisent plus que 10 personnes. Bon, c'est une situation qui est difficile pour nous à vivre, ce qui fait que, bon, les gens sont obligés de conserver les corps en attendant un jour la levée de ces mesures-là. Et les moyens de transport en commun sont obligés d'être arrêtés, plus de déplacements des bus, plus de déplacements des minibus depuis 1 mois et demi. Or, qui connaît le Bénin, et sans ces minibus, sans ces bus pour assurer le déplacement d'un point à l'autre, c'est vraiment difficile de participer et mener convenablement les activités. Et sur ce plan, Corinne, tu connais bien le Bénin avec le phénomène des taxis motos, où on peut voir 2-3 personnes sur une même moto pour mener les courses. Et depuis l'instauration de ces mesures le 27 mars dernier, les émigrants, comme on les appelle ici, ne peuvent plus remorquer 2 personnes à la fois. La mesure de distanciation sociale est une mesure, comme vous le savez, qui est impossible ou difficile à observer ici au Bénin. Les marchés doivent s'animer parce que, bien que l'on ait interdit les grands regroupements, l'État n'a pas pu, comment dit-on, empêcher. Oui. Oui, justement, c'est peut-être un peu la deuxième partie de la question. Est-ce que tu nous entends? Ah, on n'entend plus Koto, son micro est coupé, me dit-on. Est-ce que Régis Dupont pourrait... Un appel qui rentre. Et puis, Corinne, est-ce que vous m'entendez? Voilà, on t'entend à nouveau, Koto. Moi, je voulais te poser la question de, justement, on se rend compte que même si le confinement n'est pas ne se vit pas ou ne se produit pas de la même manière que chez nous en Belgique, oui, difficulté pour les citoyens. Et je voulais un peu savoir, notamment pour trouver leurs pitances, pour s'organiser dans le travail et les déplacements. Est-ce que tu pourrais nous dire quel rôle joue l'État pour répondre aux difficultés des citoyens? Bon, disons, jusqu'à l'heure, nous parlons, on n'a pas encore un accompagnement de l'État pour cette catégorie de personnes qui vivent au quotidien. Et ce n'est que maintenant que le gouvernement s'organise à recenser les acteurs impliqués dans les différents secteurs affectés par la pandémie du coronavirus. Ah, on n'entend plus Koto. Son micro est à nouveau coupé. Koto, on ne t'entend plus. Alors, je vais peut-être, avant de revenir à Koto, demander à notre deuxième témoin, Maria Guittel. Est-ce que vous recevez? Oui, Koto, on t'entend, mais tu as été coupé une deuxième fois. Maintenant, ça va? Maintenant, ça va bien. OK. Donc, je disais que jusqu'à l'heure, nous n'avons pas un accompagnement de l'État par rapport aux difficultés engendrées par le coronavirus pour les citoyens, surtout ceux qui vivent au quotidien dans l'informel et autres. La seule chose qui est faite véritablement jusque-là, c'est la mise à disposition des bavettes, donc les masques, aux écoliers et élèves qui viennent de reprendre le chemin des classes seulement le lundi, et la mise à disposition dans un certain nombre de centres de formation et de lieux publics de kits de lavage de mains. Et donc, c'est le recensement qui est en cours maintenant pour voir les personnes qui sont véritablement affectées et qui traversent des difficultés. Maintenant, quand est-ce que ce recensement va prendre fin et
permettre aux personnes concernées de bénéficier du minimum que le gouvernement veut mettre à leur disposition. Donc, en conclusion, pour le moment, c'est le statu quo. Les gens essayent de se débrouiller autant que possible. Les organisations de la société civile, tant bien que mal, essayent d'apporter quelques réponses aux difficultés par rapport à leur groupe cible. Des solidarités s'organisent au sein des familles, au sein des communautés, mais le gouvernement est toujours attendu quant au primordial concernant l'alimentation, concernant un certain nombre de besoins sociaux dont les populations du secteur informel ont besoin. Quand est-ce que l'État va répondre? Et ça, c'est la grande question à laquelle nous, Béninois, nous attendons encore la réponse. Merci beaucoup, Koto, pour ce témoignage qui nous éclaire un petit peu et qui nous ouvre des horizons, parce que c'est vrai qu'en Belgique, pour l'instant, on regarde pas mal ce qui se passe plutôt chez nous et en Europe. Et donc là, c'est une première lucarne que tu viens de nous transmettre sur une réalité vécue par des Béninois, par les Béninois, et le rôle et la place qu'occupe l'État en termes de solidarité et de production, d'action d'intérêt général. J'aimerais maintenant me tourner vers Maria Guitel, qui travaille aux Philippines pour une association qui s'appelle Sampai Mindanao, très active dans le champ de la souveraineté alimentaire et donc de l'accès à l'alimentation pour tous. Alors, merci de nous rejoindre, Maria. C'est ici maintenant que va se jouer la traduction simultanée pour les participants. Alors, vous êtes 62 participants sur Zoom et vous êtes une centaine sur Facebook. Pour bien entendre ce que va nous dire Maria Guitel, je vous invite donc à activer votre canal de traduction en le mettant sur français. Voilà. Alors, Maria, nous savons qu'aux Philippines, le président Rodrigo Duterte a pris des mesures très restrictives en cette période de crise sanitaire. Est-ce que finalement mes questions seront les mêmes que pour Koto? Pour commencer, peux-tu nous expliquer comment ça se passe chez vous en ce moment? Okay, thank you, Corinne. I'll just like to share my slides. So we have experienced we called lockdown, or the demobilization of people. We cannot go out, no. So I'd like to share, since March 17 to April 30, we experienced enhanced community quarantine. That means during that time, even now, there are curfews imposed. There's closure of institutions deemed, according to the government, as non-essentials, like gymnasiums or whatever institution. Public transportation halted, so there's no public transportation, and no back riding of motorcycles because of the social distancing. And there's the banning of mass gatherings, especially those political ones, especially if you want to protest or whatever, no? And majority of the population were ordered to stay at home and observe physical distancing, and especially wearing of face masks. So our outfit of the day is a face mask now. And it's illegal, and you'll be fined, or you will be jailed if on public you're not wearing a face mask. So that's a possibility, or you will be fined for about 200 euros. So basically, most of the population, except the frontliners and government employees, were allowed
to go out during this time. Daily wage earners, especially with those with no work, no pay, have worsened to a more precarious situation. We can only work at home, especially us for our organization. We have stopped our activities, which are mostly in the farming, coastal, and internally displaced persons communities. IDPs due to armed conflict. So we work in those areas. So given the weakness of our welfare system, the pre-existing conditions of hunger and poverty and insecurity among the majority of population have worsened because of the lockdowns. So in terms of movement, so like in Manila alone, in the National Capital Region, there are more than 60 plus border checkpoints, no? And the government has mobilized the police and the army, no, to implement the policy. So even the president ordered the shoot to kill for the violators, no? But there's no clear guidelines. I mean, you can see at the borders or checkpoints, because there are checkpoints all over the borders. Depending upon the temperature or the temperament of the police or the military there, they will sometimes ask you anything or documentation, health pass, quarantine pass, whatever. It's like it's more difficult to pass in Europe, no, within the borders than here, no. So in terms of movement, going to and from other city or municipality, even a village, has been very, very difficult. You have to get different documents like quarantine pass, health certification, identification card, which can prove that you are a resident of the city or the municipality. So without those, you are not allowed to cross the border. So farmers were not able to deliver their products to the market. So we have a report from our partner organization in Luzon. They have lost about 8 million peso losses because their products were not sent or not delivered to Manila, to the National Capital Region. And there's discrimination in terms of for the frontliners, for example. They were being treated as like secondary citizens. So there's this discrimination. And yeah, those are the... Justement, Maria, j'en profite pour te demander un petit peu, parce que le temps avance. Là, tu nous racontes, tu nous témoignes vraiment de réelles difficultés des citoyens, parce qu'il y a une réponse très autoritaire, des décisions très autoritaires de l'État. Est-ce que en parallèle, cet État joue un rôle pour répondre aux difficultés des citoyens qui sont obligés de rester chez eux? Yeah, actually they have provided, they have realigned the budget, no, because as of March 25, the president signed a law which he can realign the budget, and there was a promise that to give at least for 18 million households who belong to the most impoverished ones, an amount of like 100 euro or 6,000 pesos to 8,000 pesos, depending on the region. Like in the National Capital Region, they can receive like 8,000 pesos. But it's very chaotic, and it depends in the ground. It's until now they haven't yet completed. No, they have different decisions. Like for now, they have said that those who belong to the less risky or low risk areas
won't receive the second wave of the aid, no? But so, and you have to like pile, or you have to line up for how many hours, like how many hours, you know, from early in the morning till midnight to just get the support. But then they also, like for example, in my community, in my village, we receive at least 18 kilograms of rice, no, for the 2 months period. But that 18 kilograms of rice, it's just 12 days equivalent for a family of 4 or 5 persons. So that's because it's not regular, no? And there are other families who haven't received because they are not they're not supporter of the local politician, or they're not voter of that area, so they cannot receive those support from the government. Merci vraiment pour ce témoignage qui nous éclaire vraiment sur une autre réalité vécue dans le Sud. Il est temps pour nous de nous tourner vers Thomas, qui a certainement quelques remarques et questions qui viennent des spectateurs et spectatrices. Thomas, à toi la parole. Voilà, oui Corinne, mais écoute, quelques remarques en tout cas, pas vraiment des questions, mais plutôt des réflexions à ce stade-ci autour, précisément, on vient d'en parler maintenant, autour du rôle des États. On se demande par exemple, est-ce qu'il n'y a pas aussi tout un travail à faire de lutte davantage contre la corruption des États? Et est-ce que nous n'avons pas aussi, nous, dans les pays du Nord, un prisme occidental sur la manière de considérer la situation dans les pays du Sud? Et est-ce que peut-être notre manière de recevoir, ou en tout cas d'entendre un certain nombre de choses venant des pays du Sud n'est pas déformée aussi par cette vision que nous avons? On a également des questions et des réflexions autour de la situation des mouvements sociaux, leur situation fiscale en particulier. Est-ce que les mouvements sociaux et les organisations de la société civile dans les pays du Sud disposent bel et bien des moyens de pouvoir mener leur mission, ou bien est-ce que la crise n'est pas justement aussi une tentation pour certains régimes plus autoritaires de réduire au silence un certain nombre d'organisations, un certain nombre de structures, de profiter de la situation quelque part pour peut-être faire avancer d'autres agendas? Voilà, deux réflexions-questions autour du rôle des États de manière plus particulière. Merci Thomas. Alors moi je vais m'adresser à Koto, si tu es encore parmi nous. Est-ce que tu nous entends? Koto. Oui. Ah voilà Koto. Donc tu as entendu Thomas. Thomas, il parle... il y a peut-être cette question-là, cette partie de question, je vais un peu m'adresser à toi pour cette partie de question sur les aides aux mouvements sociaux actuellement par l'État. Est-ce que vous avez des aides pour continuer? Donc toi, tu développes des mutuelles de santé et donc tu as énormément à faire en termes d'éducation et de sensibilisation pour comprendre les gestes pour bien se protéger. Les hygiènes, porter un masque. Est-ce qu'on vous soutient pour ça, ou bien est-ce que c'est l'occasion pour l'instant de restreindre les libertés du monde associatif? C'est comme pour la première question, hein. Les soutiens de l'État aux organisations de la société civile se font toujours attendre, même par rapport au Covid. Pour exemple, j'ai pu demander à nos partenaires belges qui nous accompagnent dans la mutualité pour acquérir 10 000 masques à mettre à la disposition de nos mutuelles. L'accord a été donné, le financement est obtenu et il fallait acheter ces masques-là auprès de la centrale d'achat des médicaments essentiels qui est une structure étatique, mais je n'ai pu avoir la possibilité que d'en acheter la moitié, c'est-à-dire 5 000. Et donc, face à cette situation où l'État même n'est pas en mesure de mettre à disposition les masques auprès de toute la population, la société civile vient à la rescousse, mais
pas moyen d'obtenir la quantité que nous souhaitons. Ça, c'est déjà une première difficulté pour dire que même lorsque les organisations de la société civile arrivent à mobiliser des ressources auprès de leurs partenaires, les facilités qu'elles peuvent avoir ou qu'elles sont supposées avoir au plan administratif, au plan, comment dit-on, au plan procédural, au niveau de l'administration, c'est encore une autre paire de manches. Ben, nous sommes habitués, tu en sais quelque chose, pour être venu déjà un certain nombre de fois au Bénin, travailler avec nous. Tu sais que les organisations de la société civile n'auraient vraiment pas pu faire grand-chose sans l'accompagnement de la communauté internationale. C'est déplorable, mais l'accompagnement de notre gouvernement en direction des organisations de la société civile est quelque chose encore qu'il faut redéfinir, qu'il faut reconstruire et essayer de mettre en ordre pour que les communautés qui sont victimes de telle ou telle autre situation dont l'État devrait être normalement le premier garant sont encore des choses que nous attendons. Mais bref, nous n'avons pas baissé le bras. Même dans le cadre de cette situation sanitaire, nous menons une campagne de plaidoyer pour montrer au gouvernement qu'il y a autrement à faire pour que les populations ne continuent pas à subir les conséquences et les difficultés liées à cette situation-là. Donc voilà ce que je peux dire. Si je dois être catégorique, la réponse c'est non. Nous ne bénéficions pas encore de l'accompagnement de l'État par rapport aux situations que vivent les citoyens, notamment du secteur informel et du monde agricole. Merci Koto. Et donc, je vais réserver l'autre partie de l'intervention de Thomas à Marie. Oui. Pardon. Marie, est-ce que tu nous entends? Oui? Yes, non? I can Oui? hear you. Ah, voilà. Yeah. Alors, Marie, il y avait une autre remarque qui concernait plutôt la vision que pouvaient avoir les Européens sur les pays du Sud qui pourraient être tronqués et sur la corruption des États. Est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ça? Yeah, from our side, we know that there is really corruption in our government. That's why our government or the president himself is really keen, or has negative perception with human rights organizations like us, with progressive organizations, and tagging all those dissenting or those who are voicing our dissent as terrorist or member of terrorist organizations, like the communist terrorist organization, they say. So they're red tagging. So that's why even just weeks ago, there are 10 people in Manila who volunteered to give food or for those people around who are being locked down, but they were jailed because they were saying that those people are protesting. So there's no, for this kind of militarist and authoritarian regime, it's really also very difficult for us to really protest, or much more this time, no? However, we can based on our solidarity activities, we observed, or people's organizations really tried to express or make initiatives to help other impoverished or vulnerable communities, like the indigenous peoples or the coastal areas, like our farmers, because they have their produce, they shared their produce to the coastal communities, for example, because the coastal communities weren't able to have their cash or
They cannot work, they cannot go to the sea because they will be jailed, no, for violation of the quarantine policies, guidelines. Merci. So, yeah. Oui, vous vouliez dire une dernière chose peut-être. Okay, lastly, we are advocating for more just and more progressive fiscal and budgeting for the vulnerable population, no? And we are also advocating for more access and linking of our vulnerable and impoverished population for the government support. Actually, organizations like us and people's organizations and social movements we're also doing advocacy during this time. That's why we have to really link with the local government units, establish and engage with them so that those areas who are not given services or social services and social protection can be recognized and be given support. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense qu'il est déjà tard aux Philippines, donc merci d'être resté avec nous ce soir. Yeah. Voilà, moi, je vais laisser la parole pour poursuivre le programme de l'émission à Sébastien et on va parler un peu plus de l'ordre du financement des États en rapport avec les dettes et les plans d'ajustement structurel. Merci. Merci Corinne. Alors, évidemment, une des conséquences de ces injustices fiscales, c'est le creusement de la dette des pays du Sud, hein, comme tu l'as mentionné. Alors, pour en parler avec nous, on reçoit aujourd'hui Maria Lucia Fatorelli du CADTM Brésil. Elle est coordinatrice nationale de l'audit citoyen de la dette du Brésil. Alors, petit point technique, je précise que Maria Lucia va s'exprimer en portugais aussi. Donc voilà, vous restez sur le canal francophone si vous avez besoin d'une interprétation. Je ne sais pas si je suis à l'écran. Oui, je suis à l'écran. D'accord. Alors, je referme la parenthèse technique. Maria Lucia Fatorelli, elle a aussi été membre de la commission pour la vérité sur la dette grecque et elle a aussi participé à l'audit de la dette de l'Équateur en 2008. Maria Lucia, bonjour. Bom dia. Vocês me escutam? Oui, oui, tout à fait. On t'entend très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, le Brésil, c'est le plus grand pays d'Amérique latine. C'est aussi une des principales puissances économiques. Le pays est aujourd'hui gouverné, tout comme aux Philippines, hein, on pourrait dire, par un président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, climato-négationniste, et on peut dire maintenant, on peut ajouter corona-négationniste, vu sa gestion catastrophique de l'épidémie de Covid-19. Qu'est-ce que tu peux nous dire en introduction sur cette gestion de la crise du Covid-19? Comment c'est vécu là-bas au Brésil? Olha, essa crise está levando milhares de pessoas à morte. Nós já temos mais de 12 mil mortes. E no meio desse drama da pandemia, nós assistimos o avanço do sistema da dívida no Brasil. Não há como participar de um evento sobre justiça fiscal sem mencionar o avanço desse mecanismo que, em vez de utilizar a dívida para aumentar os investimentos do Estado, socorrer o drama da pandemia, os recursos para as necessidades, nós vemos o avanço dos privilégios do sistema financeiro. Esse sistema da dívida opera garantindo cada vez mais recursos, mais privilégios
para os bancos. E é um sistema dirigido principalmente pelo BIS, pelo Banco Central dos Bancos Centrais, que tem a maioria dos bancos centrais do mundo subordinados a ele. Nós temos aqui no Brasil um orçamento que dedica todo ano quase 40% dos recursos para os gastos financeiros com a chamada dívida pública. Nós, da Auditoria Cidadã da Dívida, lançamos uma petição pública para suspender os pagamentos da dívida para destinar os recursos para as necessidades da pandemia e realizar imediatamente uma auditoria dessa dívida. Nessa oportunidade, eu preciso fazer uma denúncia, porque em plena pandemia foi aprovada pelo Congresso Nacional uma mudança na Constituição Federal que transfere ativos tóxicos, derivativos, acumulados nos bancos há 15 anos para o Banco Central, gerando dívida pública sem contrapartida alguma, porque o Banco Central vai pagar por esses títulos com títulos da dívida pública, tá? Então, trata-se de um oportunismo dos bancos que abusam do drama da pandemia para aprofundar os seus privilégios. Esta emenda constitucional número 106 coloca um verdadeiro escândalo na Constituição Federal do Brasil, porque ela autoriza o Banco Central comprar papéis podres dos bancos em mercado de balcão. A autoridade monetária do país é rebaixada a um mero operador independente do mercado financeiro, comprando papéis que ninguém mais compraria, derivativos. Somente bancos são beneficiados com esse esquema. O Banco Central será uma das pontas do desregulamentado mercado de balcão, podendo fazer compras por telefone, adquirindo derivativos sem lastro, sem limite de valor, sem identificar os beneficiários, sem obedecer aos procedimentos mínimos recomendados pela autoridade que organiza essas operações no mercado privado, sem limitar o prazo dos papéis. Papéis de 15 anos estão sendo incluídos nessa operação, sem exigência de qualquer contrapartida ao país em troca desse benefício. E mais, pagando tudo isso com títulos da dívida pública. Quanto isso vai custar? O presidente do Banco Central declarou aos senadores que isso pode custar 972,9 bilhões de reais. Isso corresponde a quase 200 bilhões de dólares. É muito dinheiro. O mais grave ainda é que um levantamento publicado pela grande mídia mencionava cifra semelhante de quase 1 trilhão de reais. Porém, esse levantamento revelou que esse quase trilhão de reais corresponde a créditos podres e não considera a atualização pela inflação de papéis acumulados ao longo de 15 anos. Então, se computarmos esta atualização, estamos falando de uma operação que significará trilhões de reais. Podemos chegar
a 400 bilhões de dólares, 600 bilhões de dólares. Não há como prever, porque não há a devida transparência. Esse tipo de negócio foi discutido num grande evento em Londres, Global NPL, em Londres, do qual participou a cúpula do sistema financeiro. Neste evento, se buscava exatamente soluções criativas para a comercialização desses ativos tóxicos. Então, meus amigos, minhas amigas, em plena pandemia, diante dessa crise mundial, a pandemia está servindo como uma grande oportunidade de negócio para a banca. A crise gerada pelo coronavírus está servindo de oportunidade para essa classe dominante, principalmente grandes bancos, que estão aplicando um verdadeiro golpe financeiro no Brasil. No Congresso Nacional, essa PEC foi aprovada em regime de urgência, por trás de várias mentiras. Por exemplo, que seria necessária essa PEC para pagar um auxílio emergencial de apenas R$600, cerca de 120 dólares para os pobres. É uma grande mentira, porque nós temos dinheiro em caixa, muitas vezes suficiente para o pagamento desse auxílio emergencial. Não precisamos dessa PEC para fazer também contratações extraordinárias, porque as leis que regem essas regras, elas contêm dispositivos que relaxam essas regras no caso de uma calamidade social. A Corte Máxima do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, também já se manifestou dizendo que não teria que aplicar as restrições dessas leis de responsabilidade fiscal diante da pandemia. Essa proposta de emenda constitucional não tem nada a ver com o auxílio de R$600 para os pobres, como eu já mencionei. Temos em caixa mais de 4 trilhões de reais. E o pagamento das 3 parcelas custará menos de 100 bilhões de reais. Então, essa emenda constitucional número 106 corresponde a um grande golpe financeiro que está sendo aplicado às finanças públicas no Brasil. Por isso, não há como falar de justiça fiscal sem citar essa sangria de recursos que serão necessários para financiar esse esquema. Os bancos estão se aproveitando do drama dessa pandemia, do isolamento social que impede manifestações sociais, do pânico de muitas pessoas com a morte de parentes, o pânico gerado pela perda de emprego, pela fome, para se apoderar da poupança de todo o país, que será entregue para banqueiros sem limite. Merci. Nessa troca de papel podre por dívida pública, que encara o sistema da dívida, os bancos vão receber esses papéis podres e o Banco Central ficará com esses papéis e terá que pagar com aumento da dívida pública, aumentando as privatizações para pagar essa dívida, aumentando o ajuste fiscal para pagar essa dívida e comprometendo gerações atuais e futuras. Então, eu faço essa denúncia e peço apoio internacional para nos ajudar a denunciar esse golpe financeiro de trilhões de reais que está sendo implementado aqui no Brasil com a desculpa de socorrer os gastos com a pandemia, mas está beneficiando unicamente a banca. Muito grata. Merci Maria Lucia Fattorelli pour ce constat assez édifiant sur la situation au Brésil.
Maria-Lucia reste avec nous. Vous aurez l'occasion éventuellement de lui poser des questions. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions dans les questions-réponses sur Zoom, si vous nous écoutez via Zoom. On va maintenant aborder, donc on a jusqu'ici fait pas mal de constats dans différents pays, aux Philippines, au Bénin, au Brésil. On va maintenant aborder les propositions pour la justice fiscale en donnant la parole à deux de nos partenaires sud. Il s'agit de Cynthia Umurungi du Tax Justice Network Africa, qui est basée à Nairobi, au Kenya. Bonjour Cynthia, tu vas t'exprimer en français. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonsoir. Ici, il est 18h10, donc bonsoir, bonjour. Excellent. Alors, je vais commencer à partager mon écran. Oui. En attendant, peut-être, je précise, donc le Tax Justice Network, c'est un réseau international indépendant qui a été lancé en 2003 et qui plaide pour un changement systémique. Vous travaillez sur les questions liées à la fiscalité, aux paradis fiscaux, à la mondialisation financière. Quelles sont les propositions qui sont mises en avant par le Tax Justice Network Africa et en termes de justice fiscale pour l'Afrique en particulier? Alors, merci beaucoup. C'est vrai qu'on travaille sur tous ces sujets dont tu viens de parler et on a comme un œil africain sur toutes ces propositions. Alors, la première proposition, c'est justement la création. Il y a quelqu'un qui en a parlé, je crois que ça doit être Cédric. C'est la création d'un organisme. Nous, on propose en tout cas un organisme de l'ONU et pour gérer la question d'accès, pour que nous soyons tous sur la même table durant les discussions. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qu'on dit, c'est que les flux financiers illicites ne sont pas un problème de l'Afrique seulement et ce n'est pas non plus un problème des pays en développement. C'est un problème de gouvernance mondiale. Donc, il faut que tout le monde s'y mette et qu'on réalise que, en fait, chaque personne ou chaque pays ou chaque organisme doit jouer son rôle. Ensuite, ce qu'on propose, c'est que les gouvernements, en tout cas nos gouvernements ici en Afrique et les personnes qui sont en charge soient beaucoup plus responsables et qui soient beaucoup plus transparents. Et là, bien sûr, je parle de la question de la corruption. Voilà, ça c'est les trois mesures quand il s'agit des flux financiers illicites en général. Mais bon, est-ce que j'ai répondu à votre question? Je peux continuer avec la présentation ou Oui, tout à fait. D'accord. Alors, maintenant, je crois que j'aimerais bien vous parler des flux financiers illicites, mais avec le constat d'aujourd'hui, avec la crise du Covid-19. C'est vrai que les pays africains, beaucoup de gouvernements africains sont coincés entre le marteau et l'enclume. Dans son sens, il y a maintenant des suggestions d'allègement fiscal aux entreprises et aux contribuables, tout en essayant de consolider ou d'avoir une sorte de caisse qui va nous aider à continuer. Mais c'est impossible de faire cela parce que si on doit faire des transferts en espèces, par exemple, le gouvernement du Kenya aujourd'hui donne de l'argent, du liquide aux personnes âgées. Et ça, c'est juste un exemple. Ils font de la réduction de l'impôt sur le revenu des sociétés, l'allègement fiscal en général, la baisse de la TVA. Tout ça, c'était des moyens que le gouvernement utilisait pour avoir du fonds. Maintenant, il n'y en a plus. C'est qu'on est en train de dépenser de l'argent qu'en fait, on n'a pas. Et les raisons pour lesquelles on n'a pas cet argent-là, c'est à cause des flux financiers illicites. On en a parlé avant, je ne vais pas les répéter. Et il y a aussi l'évasion fiscale. Et ça, c'est à cause de ça a une forme commerciale, criminelle ou même la corruption. En fait, ce qu'on dit là maintenant, c'est que l'Afrique perd entre 50 et 100 milliards de dollars par an. Donc, clairement, il y a beaucoup de pays africains qui sont déjà en détresse économique. Et ce qui va se passer en fait avec le contexte d'aujourd'hui, c'est que les prix des produits de base, des produits de base ou les matières premières seront affectés. Parce que si vous voyez dans le contexte de l'Afrique, par exemple, alors moi je vais donner l'exemple des fleurs, le café, le thé ou le tourisme.
c'est des solutions qui nous donnaient la capacité d'avoir des devises ou de l'argent pour acheter encore des choses dont on a besoin, comme le pétrole. Et voilà, maintenant, on n'en aura plus parce que déjà nos caisses sont vides et on n'a pas la capacité de vendre notre café, le thé, les fleurs ou même l'industrie du tourisme, juste pour parler de ça. Il y a aussi le secteur informel qui pose un petit problème parce que l'impôt sur le revenu, les solutions que nous avons aujourd'hui, par exemple, l'impôt sur le revenu, ça sert que déjà aux gens qui sont dans un emploi formel, ce qui est très rare en Afrique parce que la plus grande population, en fait, est dans l'informel. Ça veut dire que les solutions qu'on est en train de proposer ne marchent pas nécessairement pour les Africains. Alors, on a aussi parlé de la question du paiement de la dette. Les pays africains sont en crise de dette et ça devient grave de plus en plus parce qu'il y a des pays qui payent plus de 40% des recouvrements pour couvrir la dette. Et ça, je ne crois pas. En tout cas, quand on fait des analyses, on réalise que c'est vraiment difficile de continuer comme ça. Parce que si tu dois payer plus de 40% de l'argent que tu as, or que tu n'as pas même l'argent substantiel ou de l'investissement qui est assez pour mettre des structures dont les gens ont besoin, ça devient beaucoup plus grave. Et nous avons réalisé en fait, en tant que TUDNA, le Tax Justice Network Africa, que les réformes globales vont avoir un nouvel élan. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont y avoir deux possibilités à revoir. Il y a l'environnement qui est convenable aux entreprises pour augmenter les investissements, c'est pour créer des emplois ou même récupérer les emplois qui sont perdus. Mais il y a aussi la pression sur les gouvernements pour augmenter leurs revenus. Alors, comment on fait pour créer un environnement qui est convenable pour les entreprises qui veulent investir dans nos pays, mais en même temps avoir assez d'argent pour avoir des revenus et faire face aux retombées économiques, investir dans les systèmes de santé qui sont vraiment pauvres. Et c'est ça ce que Covid a exposé. Et nous avons aussi remarqué que les multinationales, que déjà ne payent pas leur juste part, vont vouloir faire d'autres négociations pour avoir un peu plus d'exonération fiscale. Ça, c'est parce que nos pays auront vraiment besoin d'investissements en termes de liquide ou même de création d'emplois. Et les multinationales vont profiter de ce que j'appellerais le gap ou ce manque-là pour justement négocier beaucoup plus. Alors, c'est vrai que nos pays aussi, ils cherchent à dépenser davantage sur la santé et soutenir l'économie. Mais ça soulève des questions du genre, d'où viendra ces fonds? Ben, nous savons que c'est beaucoup plus des prêts. Alors, quelles sont les conditions qui sont attachées sur ces fonds et comment on les applique? Et est-ce que l'effet de ces mesures favoriseront les inégalités ou ça les aggravera? Par exemple, si on dit qu'on a beaucoup plus d'argent en termes de prêts, est-ce que ça veut dire que les femmes devraient travailler encore beaucoup plus pour un travail qui n'est pas rémunéré? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, voilà. Pour finir ma présentation, je vais juste vous parler des conclusions. J'en ai parlé tout au début. C'est que les flux financiers illicites sont un grave problème vraiment pour l'Afrique. C'est que nous devrons créer un organisme fiscal intergouvernemental des Nations Unies. Nous, en tout cas, c'est ça notre proposition et notre position. Mais il faut aussi, surtout dans le contexte du Covid, il faut qu'on continue à dépenser sur la santé, les autres services essentiels et aussi promouvoir les systèmes de taxes, mais qui sont beaucoup plus progressifs. Et nous aimerions que les gouvernements africains continuent à négocier
surtout les termes de remboursement ou même d'annulation des prêts ou des dettes qui sont déjà existants. Et voilà, en tout cas pour les activistes et les Africains en général, on dit que c'est important que nos gouvernements maintenant décident de prendre beaucoup plus soin de l'argent que nous aurons pour que ça ne finisse pas encore dans les poches des gens comme ça a été voilà, ou comme c'est la pratique en général. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Cynthia. Tu étais en direct de Nairobi, au Kenya. On remarque la similitude entre ce que nous a dit Maria Lucia Fattorelli du Brésil et ce que tu viens de nous dire sur l'Afrique, c'est-à-dire plus de 40% du budget de l'État qui sert au remboursement de la dette. C'est plus ou moins les mêmes chiffres d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Et justement, on va repartir vers l'Amérique latine avec Graziele Custodio David du réseau Justice Fiscale Amérique latine et Caraïbes, qui va s'exprimer, je pense, en portugais. Bonjour Graziele, tu nous entends? Oi, sim, bom dia. Super. Graziele est un master en économie de la santé et en santé collective. Alors, d'après toi, Graziele, quels effets pourraient avoir des politiques fiscales plus redistributives, on pourrait dire une justice fiscale en quelque sorte en Amérique latine, qui reste, je pense que tu vas nous en parler, le continent le plus inégal de la planète? Sim, eu vou falar sobre os países da América Latina. Então, a América Latina continua sendo o país com maior desigualdade de renda. Se a gente analisa o índice de Gini, que compara a América Latina com países da OCDE, é possível ver a diferença. E apesar da imensa desigualdade de renda existente no país, não só de renda, como de riqueza e várias outras, como de gênero, de raça, de regiões, a região também passou por uma série de medidas de austeridade fiscal. Nos últimos anos, vários países passaram por essa situação. É o caso do Brasil, da Argentina, onde uma série de medidas de cortes em políticas sociais foram realizadas. Diante desse cenário de desigualdade, de austeridade, como que os países da América Latina chegaram para lidar com a Covid-19? A maioria dos países chegaram com seus direitos sociais bastante enfraquecidos, então o sistema de saúde bastante fragilizado, as políticas de proteção social bastante desfinanciadas, poucas pessoas tendo acesso à proteção social, o direito à habitação e saneamento também bastante zerados. Aqui no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, o recurso orçamentário para essas políticas reduziu em mais de 60% no orçamento público. Outra questão muito séria e importante na América Latina, assim como na África, foi falado, é a questão da informalidade no mercado de trabalho. Em torno de 40% a 50% das pessoas vivem em informalidade. Então, para encarar a Covid-19, esse cenário também é muito difícil. E temos também a questão das trabalhadoras, principalmente mulheres, que fazem um trabalho de cuidado e que não é remunerado também. Além disso, a América Latina já estava com a projeção de crescimento do PIB bastante baixa para esse ano, de 1,3%, e o que ficou mais grave, a CEPAL já indica que, por hora, o crescimento do PIB na região vai ficar em menos 5,3%, mas dependendo de como a situação se avance, pode ser ainda pior. E outro cenário de injustiça é o sistema tributário da América Latina. Vários sistemas tributários arrecadam muito pouco, é uma arrecadação extremamente insuficiente para as necessidades, para garantir direitos, garantir condições de vida, e bastante regressivo, baseado sobre consumo e não sobre renda e patrimônio. Esse era o nosso cenário para lidar com a Covid. Garantir proteção social aos trabalhadores. Isso não está ocorrendo, a execução orçamentária é bastante baixa,
poucos países já adotaram, já aprovaram uma renda básica universal e emergencial, e aqueles países que fizeram isso ainda de uma forma bastante deficitária. Muitos países, como eu disse também, não tinham proteção social aos seus trabalhadores, e como muitos vivem na informalidade, existe um dilema acontecendo na América Latina, que é: nós vamos morrer do vírus ou nós vamos morrer de fome? Como se a saúde estivesse em oposição à economia e como se sequer isso fosse necessário. A gente vai ver que existe alternativa. Mas o que está sendo colocado para as pessoas é: se nós não temos dinheiro para poder financiar essas medidas de proteção social, diante disso, não tem como garantir renda básica, as pessoas estão com medo de ficar com fome e estão indo para a rua, o que dificulta ainda mais o controle da Covid-19 em vários países onde não tem lockdown forçado e só medidas de distanciamento social, como é o caso aqui no Brasil, por exemplo. Além disso, tem crédito insuficiente para pequenos negócios que estão bastante fragilizados, e a nossa economia também é bastante dependente de importação, inclusive para equipamentos de saúde, como ventiladores, equipamentos de proteção individual, medicamentos, e isso atrasa muito a possibilidade de lidar com as questões de saúde, o que tem deixado várias pessoas sem assistência à saúde nos nossos países, e causando muitas mortes. Mas, diante de tudo isso, a gente gostaria de reforçar que existem alternativas. As pessoas da América Latina, assim como do mundo inteiro, não estão sujeitas somente à austeridade fiscal. A Rede de Justiça Fiscal da América Latina, da qual eu sou assessora, e que também faz parte dessa outra iniciativa de princípios de direitos humanos para políticas fiscais, tem o website em azul dos dois, para vocês conhecerem mais, lançaram manifestos com alternativas de financiamento adequado de direitos, de saúde pública, de proteção social, de auxílio às pequenas empresas. E o que essas notas fazem? Elas chamam os estados a adotarem os padrões de direitos humanos para garantir intervenções básicas para as pessoas, chamam os organismos internacionais, como o FMI, Banco Mundial, o Banco do Desenvolvimento Interamericano, a reverem as dívidas e ajudarem a abrir espaço fiscal na América Latina, e as organizações de direitos humanos a nos auxiliarem no monitoramento da proteção desses direitos. E quais medidas que a gente está propondo como América Latina e vê como possibilidade? Sendo uma região tão desigual, é extremamente necessário que se adote tributos sobre a riqueza nas nossas regiões. Muitos países ainda não têm e poderiam adotar. Também defendemos a tributação de lucros extraordinários nesses tempos de pandemia de grandes corporações, principalmente as multinacionais, como a representante da Tech Justice Africa estava falando, realocações orçamentárias direcionadas para a saúde, proteção social, uma avaliação dos gastos tributários, das isenções, muitas sequer são eficientes, uma melhor coordenação dos bancos centrais com os tesouros nacionais dos países, com a promessa e garantia de uma reforma tributária progressiva, que é outra medida necessária, e também uma revisão das regras fiscais na região. Muitos países da América Latina têm regras fiscais bastante rígidas que impedem políticas contracíclicas e, inclusive, para lidar com situações de emergência como essa. E, para finalizar, outras medidas são lidar melhor com evasão e elisão fiscal, coordenar melhor as ações no nível internacional, fortalecer uma organização, assim como foi proposto uma na ONU, ter uma aqui na América Latina também, regional, junto à CEPAL, para a melhor coordenação fiscal e financeira na região, até para a gente poder evitar que, passada a pandemia, se inicie uma série de medidas de redução fiscal para atrair investimento internacional, e a gente não tenha o risco de fazer uma corrida para baixo na tributação dessas grandes empresas, além de rever a questão de não financiar, nesse momento, grandes corporações que fazem uso de paraísos fiscais, porque, na verdade, elas deveriam ser aquelas que estão nos auxiliando os países a financiar direitos e salvar vidas nesse momento. Era isso. Bem... Merci Graziele pour ton intervention.
On va continuer sur les propositions pour la justice fiscale. On me dit qu'il y a beaucoup de questions, donc on reviendra en fin d'émission sur les questions avec Thomas, donc restez bien connectés. En attendant, on revient pour le deuxième coup de poing fiscal d'Antonio Gambini. Antonio, est-ce que tu es là? Absolument, je suis là. Antonio, toi, tu nous dis que les multinationales doivent payer leur juste part. Alors, comment faire? Tout à fait. Donc, si la régie peut lancer mes slides, ou sinon je le fais moi-même. OK, mais donc, commençons. Oui, donc, on l'a vu déjà, les multinationales, les grandes entreprises multinationales payent de moins en moins d'impôts. Et donc, ça ne va pas. Il faut évidemment qu'elles payent leur juste part. Et comment est-ce qu'on peut faire ça? Alors, première dimension, prochaine diapositive. La première dimension, évidemment, c'est les taux. Donc, le taux officiel, le taux facial, le taux théorique d'imposition de ces multinationales. Comme on l'a vu, donc, ça a baissé de moitié en moyenne mondiale depuis 1980. Eh bien, il faut arrêter l'hémorragie, il faut arrêter la baisse des taux pour éviter qu'on arrive effectivement à 0% en 2052. Alors, nous, ce qu'on propose, c'est un taux minimum mondial à 25%. Pourquoi 25%? Parce que ça correspond à peu près à la moyenne actuelle et donc ce serait bien effectivement d'arrêter cette érosion. Alors, hélas, aujourd'hui, il y a des débats au niveau de l'OCDE, notamment pour un tel taux minimum d'imposition qui, à ce stade, serait plutôt de 12,5%. Et 12,5%, ce serait un désastre. Pourquoi? Parce que, évidemment, dans beaucoup de pays, par exemple la Belgique, qui est aujourd'hui au-delà de 12,5%, eh bien, la tentation serait forte, évidemment, pour des raisons de compétitivité, de baisser ce taux. Donc, première dimension, le taux. Deuxième dimension, comment fonctionne, on va passer à la prochaine slide, le système de fiscalité des multinationales aujourd'hui? Eh bien, c'est un système totalement dysfonctionnel. La démonstration, la banane de Jersey. Alors, très brièvement, c'est quoi cette banane? C'est sur une livre sterling consommée en banane au Royaume-Uni, eh bien, qu'est-ce qui se passe avec l'argent? Nous avons 40% qui restent dans le pays de distribution, c'est les coûts des supermarchés, les profits des supermarchés. Nous avons une partie trop petite dans les pays de production, c'est les salaires des ouvriers agricoles, les profits des planteurs et les autres coûts de production. Et puis, nous avons un bloc au milieu de frais absurdes. 17% de frais de distribution aux îles Bermudes, 6% de frais de management à Jersey, 4% d'utilisation de la marque en Irlande, les frais d'achat 8% aux îles Caïmans. Donc, tout ça, c'est quoi? Il n'y a évidemment aucune industrie de la banane aux Bermudes, aux îles Caïmans, au Luxembourg, à l'île de Man ou à Jersey. Tout ça, évidemment, c'est quoi? C'est le résultat du système totalement dysfonctionnel actuel. Pourquoi c'est dysfonctionnel? Parce que chaque multinationale est en réalité taxée sur base des profits que déclare chaque filiale dans chaque pays. Alors, comment est-ce que fait une filiale dans un pays pour ne pas être taxée? Eh bien, elle va dire qu'elle a payé beaucoup d'argent pour des services imaginaires ou en tout cas surfacturés qui ont été faits par d'autres filiales, par exemple aux îles Bermudes ou par exemple aux îles Caïmans. Et donc, pour remédier à ça, prochaine slide, nous, ce qu'on propose, c'est la fiscalité unitaire. C'est-à-dire que les multinationales soient taxées sur base du profit consolidé de l'ensemble du groupe. Une fois qu'on a le profit consolidé du groupe multinational, eh bien, il s'agit de le répartir entre les différents pays d'implantation sur base d'éléments objectifs tels que le volume des ventes ou encore le nombre de travailleurs. Ici, vous voyez une simulation de ce qui pourrait arriver si on appliquait ce genre de clé de répartition avec ce système de fiscalité unitaire. Et on constate effectivement que les pays qui vont y perdre, c'est les pays conduits, c'est-à-dire, c'est un euphémisme pour dire paradis fiscaux. Et ce qui gagnerait, évidemment, c'est les pays du Nord développés et les pays du Sud plus pauvres, avec évidemment des distinctions en fonction des solutions appliquées. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, ça se négocie actuellement dans ce qu'on appelle le cadre inclusif de l'OCDE, donc c'est 137 pays. 137 pays, c'est bien, c'est plus que les 40 membres de l'OCDE, mais c'est moins bien en ce sens qu'il manque encore une septantaine de pays
qui ne participent pas aux négociations, et ces pays sont pour l'essentiel des pays en développement, qui sont donc exclus de la négociation. Et donc, la négociation est en cours, et à ce stade, ils imaginent un taux minimum d'imposition à 12,5, ce qui est insuffisant, et une application, mais uniquement marginale, de ce système de fiscalité unitaire. Voilà, j'essaie d'être très court et très bref, et à vous la parole au CNCD et au réseau de justice fiscale. Merci Antonio. Je remercie aussi Cynthia Umurungi et Grazielli Custodio David, et je vais maintenant passer la parole à Corinne qui va, on va aller voir du côté des questions pour toutes ces intervenantes et intervenants. À toi Corinne. Merci Sébastien, merci à tout le monde. Alors là, c'est vrai qu'on a abordé des questions assez techniques. On était vraiment dans le cœur du sujet de la justice fiscale, et donc je sais qu'il y a pas mal de questions et de remarques. Thomas, peux-tu nous les transmettre, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, c'est vrai que les questions, maintenant, elles arrivent les unes derrière les autres, parfois effectivement assez complexes, et on peut dire aussi assez engagées pour certaines d'entre elles. Vous m'entendez? Oui, tout va bien? Oui. Alors, une première question peut-être pour Maria Lucia, qui fait référence à une proposition qu'avait fait à l'époque le président Lula, hein, lorsqu'il était encore en exercice. Lula avait proposé de procurer une somme d'argent aux familles défavorisées, une somme de 600 réals. Est-ce que ça, ce n'était pas aussi, justement, hein, en référence à ce que le gouvernement actuel entend faire ou pas, est-ce que ça, ce n'était pas aussi justement une manière de répondre aux besoins des familles qui sont justement dans les plus grandes nécessités? Voilà, cette personne continue sa réflexion en disant qu'en Europe, les banques sont aussi fortement soutenues depuis 2008, que donc quelque part le Brésil ne fait pas exception à cette situation, bien qu'évidemment la situation sociale soit très différente. Première question donc pour Maria Lucia. Est-ce que la question est posée directement ou bien est-ce que je passe d'abord sur les autres questions d'un seul coup comme... Tu peux, Maria est prête à répondre, je pense. Eh bien, alors on laisse répondre Maria. Sim, como desejarem. Se quiserem fazer bloco de perguntas também, eu fico à disposição. Mas o que foi mencionado, o que Lula aprovou na época do governo dele, foi uma consolidação de vários benefícios que existiam e que passaram a ser pagos às pessoas pobres, que se chamou Bolsa Família. O Bolsa Família continuou sendo pago pelos sucessivos governos depois de Lula, continua sendo pago agora também. O que foi aprovado agora, diante da pandemia, é um outro auxílio, é um auxílio emergencial, no valor de R$600, cerca de $120. O Bolsa Família é menor do que isso ainda, é menos do que isso ainda. E algumas pessoas que recebem Bolsa Família receberão apenas o complemento desse auxílio emergencial. Então, é muito pouco diante das necessidades dos pobres miseráveis que viviam de trabalhos informais nas ruas e que não estão tendo como exercer essas atividades informais agora no período de isolamento social. Então, várias iniciativas voluntárias estão sendo tomadas, porque o drama social está imenso no Brasil. E a nossa entidade, a Auditoria Cidadã da Dívida, tem utilizado todos os nossos esforços para denunciar que exatamente nesse momento em que nós já tivemos mais de 12 mil mortos, já tivemos milhares de pessoas sem atendimento médico, sem vaga em hospitais, sem receber esse auxílio emergencial por conta da burocracia. Já foi liberado um apoio de mais de R$1 trilhão para os bancos no dia 23 de março, e agora, com essa emenda constitucional, um verdadeiro golpe que pode chegar a vários trilhões, vai impactar a dívida pública,
vai exigir mais recursos ainda para o seu pagamento. O ministro da Economia já anunciou privatizações que alcançam, inclusive, as florestas, inclusive monumentos naturais, como Foz do Iguaçu, Lençóis Maranhenses e outros. Já anunciou também venda de reservas internacionais. Nós temos quase 2 trilhões de reais, quer dizer, nós temos 360 bilhões de dólares em reservas internacionais. Ele quer vender para pagar a dívida, essa dívida gerada por esses mecanismos sem contrapartida, e não dívida para socorrer a economia e as pessoas que estão sofrendo muito, principalmente os mais pobres, os miseráveis, estão sofrendo muito com essa pandemia. Obrigada. Thomas, est-ce que tu as une deuxième question? Voilà, j'ai effectivement une deuxième question. Je viens de remettre mon micro en route. Une question un petit peu complexe également. Son auteur fait référence à Thomas Piketty et à son livre Capital et idéologie. Il explique que non seulement il y a une inégalité qui se creuse par le fait que les multinationales ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts, mais que l'inégalité se creuse aussi par la structure de la propriété et par la manière dont certains s'approprient quelque part le patrimoine et s'approprient les richesses d'un pays, ce qui fait que même si les multinationales devaient effectivement davantage payer d'impôts, eh bien, ça ne suffirait pas non plus à mettre un terme à cette forme de domination où les plus pauvres seront toujours les débiteurs des plus riches. Et donc cette réflexion, il la poursuit en posant une question très concrète. Il demande, est-il vrai que la dette totale de l'Afrique est de 365 milliards, je suppose, de dollars, tandis qu'il y aurait 8 000 milliards d'actifs africains logés dans les paradis fiscaux du fait de cette structure de la propriété et de son appropriation. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un en particulier souhaite répondre à la question ou bien si elle s'adresse plutôt à Antonio, je ne sais pas. Moi, je suggérerais à Cynthia de répondre peut-être à cette question, si elle est encore avec nous. Cynthia n'a plus l'air d'être présente. Alors, Antonio, peut-être? Oui, certainement. Donc, dans cette question, il y a deux aspects. La comparaison entre la dette africaine et les actifs détenus illégalement dans les paradis fiscaux. Donc, alors là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais avec un peu de temps, je pourrais les retrouver dans mes documents. Et tout ça a l'air tout à fait plausible. En fait, c'est une réalité que l'on connaît depuis très longtemps, c'est-à-dire que les pays africains sont censés rembourser une énorme dette. Et quand on observe les flux financiers sur la planète, on voit en réalité que, certes, l'Afrique est censée rembourser beaucoup d'argent, mais en même temps, évidemment, il y a un pillage des ressources africaines, que ce soit par les élites locales ou que ce soit aussi par les grands investisseurs internationaux, par exemple dans l'industrie extractive, et qui vont effectivement cacher artificiellement des actifs dans les paradis fiscaux ou encore systématiquement déplacer les profits de l'activité économique engagée en Afrique vers les paradis fiscaux. Donc ça, c'est tout à fait vrai. Premier aspect de la question. Alors, deuxième aspect de la question, est-ce que la fiscalité peut tout résoudre? Non, bien sûr que non, mais c'est un élément fondamental. Alors, est-ce que la fiscalité est le seul ressort des inégalités sociales et des inégalités mondiales? Bien sûr que non. Il y a effectivement la question de la propriété, il y a la question du rapport entre capital et travail. Mais justement, par rapport à ces questions, la fiscalité est un des instruments les plus efficaces s'il y a la volonté politique de manier ces instruments. Et donc, par exemple, avec une fiscalité progressive, il est tout à fait possible, historiquement, ça a déjà été fait en partie, il est tout à fait possible de réaliser une meilleure redistribution des richesses, y compris une redistribution du patrimoine, avec une fiscalité progressive. C'est tout à fait possible et ça ne se fait pas et ça se fait de moins en moins. Mais alors évidemment, oui, effectivement,
la fiscalité n'est pas la seule solution, n'est pas la seule raison. Et évidemment, par exemple, une autre vecteur puissant d'augmentation de diminution des inégalités, c'est l'activité syndicale. C'est évidemment le fait pour les travailleurs de s'organiser entre eux pour pouvoir exiger et obtenir une part plus importante de la plus-value produite. Et ça, ce n'est pas la fiscalité qui va pouvoir... c'est une voie parallèle à la question de la justice fiscale. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que tu y as répondu pour grosse partie, je te remercie. Je voudrais poursuivre l'émission. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions et on va y revenir juste à la fin. Mais je voudrais accueillir Marie-Antonelle Joubert parce qu'il y a un aspect important, c'est l'aspect de la mobilisation citoyenne. Si nous voulons que la justice fiscale soit mise en œuvre, nous devons dès à présent mobiliser nos forces citoyennes, associatives et politiques partout dans le monde. Marie-Antonelle Joubert sera en direct de Marseille. Elle représente l'Alliance mondiale pour la justice fiscale, qui est un mouvement croissant d'organisation de la société civile et de militants, y compris des syndicats, unis pour faire campagne pour une plus grande transparence, un contrôle démocratique et une redistribution des richesses dans les systèmes fiscaux nationaux et mondiaux. Cette alliance comprend 5 réseaux nationaux d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, Australie, d'Amérique du Nord et d'Europe. Et cela représente collectivement des centaines d'organisations. Marie-Antonelle, merci de nous rejoindre. Ma question porte donc sur le pouvoir d'agir. Peux-tu nous expliquer comment les citoyens peuvent se mobiliser, et comment se mobilisent-ils au travers du monde? Bonjour, merci. Je ne sais pas si vous me voyez déjà. En tout cas, je suis très contente de vous rejoindre. Effectivement, je vous rejoins depuis Marseille. Je vais partager mon écran pour vous présenter une petite présentation parce qu'effectivement, je vais vous parler de choses qui se passent un peu partout dans le monde et que je veux vous montrer en images autant que possible. Donc, comme les présentations, comme les intervenants précédents vous l'ont montré, nos régimes fiscaux augmentent et aggravent les inégalités. Alors, partout dans le monde, des citoyens s'organisent contre les injustices fiscales. Elles sont nombreuses, on vous en a donné de nombreux exemples. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment les citoyens s'organisent. Alors, ils s'organisent... Ah, je n'arrive pas à passer à ma slide suivante. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui. Super. Alors maintenant, il faut que j'arrive à passer à ma slide suivante. Partout dans le monde, donc, ils s'organisent et les citoyens dont je parle aujourd'hui, ça peut être des organisations de la société civile, des fondations, des ONG comme le CNCD 1111 et ses partenaires dans le monde entier, des syndicats de services publics comme tu le disais Corinne, des associations qui promeuvent la transparence, des associations et des mouvements de citoyens quand l'association n'est pas possible. Il y a beaucoup de pays où ce n'est pas possible d'avoir une association, donc des mouvements de citoyens qui luttent contre la corruption dans leur propre pays et au niveau local aussi, des associations qui promeuvent la démocratie, des organisations de toutes sortes qui peuvent lutter contre la pauvreté et ses causes, des mouvements qui travaillent sur la dette, comme on vient de le voir, selon les pays, selon leur contexte, selon leur gouvernance aussi, des organisations se sont mobilisées sur la question fiscale. Et aujourd'hui, il y a des dizaines de pays dans le monde qui ont même des plateformes organisées qui rassemblent ces citoyens assez variés que je viens de vous lister dans des plateformes nationales pour la justice fiscale qui peuvent avoir des noms très variés. Et petit à petit, donc là je vous ai mis des exemples juste de logos pour que vous voyez qu'il y a des choses très variées. Au Kenya par exemple, c'est l'association des contribuables kenyans. Vous connaissez AWID en France, vous connaissez peut-être moins, vous connaissez ATTAC en France, vous connaissez peut-être moins AWID qui est un mouvement international de femmes. Il y a des spécialistes de la justice fiscale et il y a aussi énormément de mouvements qui travaillent sur d'autres thèmes et qui sont venus à s'intéresser à la justice fiscale, aux questions fiscales et
pourquoi et comment on doit changer les systèmes fiscaux dans leur pays. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'en fait, on doit travailler au niveau national, mais l'échelon international est souvent indispensable. Vous le voyez très bien au niveau de l'Europe. Moi, je vous appelle de Marseille. C'est très difficile si je travaillais uniquement en France. Ce serait très difficile de lutter contre l'évasion fiscale des entreprises françaises si elles peuvent partir en Belgique. Et du coup, je n'élis personne en Belgique, donc j'ai besoin de travailler sur la législation européenne. Et puis, petit à petit, ils se sont aussi rendus compte qu'en fait, il fallait travailler ensemble au niveau international. Donc, il y a quelques années, 5 ans, 6 ans, légalement 5 ans, je pense, les 5 réseaux régionaux que sont Tax Justice Network Africa, d'où vous a parlé Cynthia, la Red de Justicia Fiscal en Amérique latine, d'où vous ont parlé Maria Lucia et Graciele, et dont beaucoup d'entre vous connaissent des gens de Latindad, Tax and Fiscal Justice en Asie, et puis les mouvements pour la justice fiscale en Amérique du Nord et Tax Justice Europe, ont décidé de créer l'Alliance mondiale pour la justice fiscale. On est une toute petite équipe parce qu'en fait, on travaille à travers les forces de nos membres, ces 5 réseaux régionaux qui, eux, représentent effectivement des centaines d'organisations. Donc, c'est plutôt une coalition et c'est en réalité vraiment un mouvement. Il est jeune, mais il est déjà assez puissant parce qu'il y a toutes ces organisations qui le nourrissent, qui le font vivre. Il est très éclectique, mais il est uni pour une justice fiscale mondiale. Alors pourquoi ils ont eu envie de créer une coalition internationale? Parce que le problème, comme vous l'avez vu, il est mondial, il a besoin d'être réglé au niveau mondial et du coup d'être adressé, expliqué, démontré et challengé au niveau mondial. Alors pourquoi faire? On veut d'abord justifier et démontrer ensemble qu'une justice fiscale est nécessaire et qu'elle est possible. C'est très important de pouvoir partager des rapports, des explications, des campagnes contre une multinationale entre différents pays. C'est très important quand on s'attaque à un problème dans son pays de pouvoir aller voir quelque part, par exemple sur notre site, s'il y a déjà eu des ONG qui ont cherché des choses sur cette entreprise dans un autre pays. Ça aide énormément des mouvements associatifs qui ont souvent peu de ressources, donc ce n'est pas la spécialité. Et puis la fiscalité, ça a l'air compliqué. Donc c'était important de justifier et de démontrer ensemble. C'est aussi intéressant pour nous de montrer que des Philippines au Brésil, en passant de la Californie à la Zambie, une grande majorité de mouvements de la société civile ont la même analyse sur les questions fiscales et demandent la même chose. C'est très, très important pour nous de le montrer. C'est pour ça que le CNCD invite des partenaires du Sud, j'imagine. Et c'est très important pour nous que les médias entendent ce message. Ce n'est pas le Nord qui parle pour le Sud, ce n'est pas le Sud qui parle pour lui-même. On a tous la même analyse et on a tous les mêmes demandes. Donc, c'est cool de payer ses taxes, comme vous dit ce jeune homme en Tunisie. Ou alors, on a besoin, pour promouvoir les droits des femmes, d'une justice fiscale qui va financer les services publics, comme vous dit cette dame au Kenya le mois dernier. Multinationales, payez votre part d'impôt, comme vous dit cette dame au Sénégal il y a quelques années, et réduisez les fardeaux fiscaux injustes et disproportionnés sur les femmes, comme vous disent ces femmes aux Philippines le mois dernier. On porte tous le même message et même s'il n'y a pas toujours les mêmes logos, dire le même message dans plein de langues, de façon et depuis plein de pays différents, c'est très très puissant et ça permet de faire entendre aux médias et peut-être aux décideurs in fine qu'en face d'eux, il y a des populations qui ne sont pas d'accord avec le statu quo fiscal. Ça nous permet aussi, le fait de travailler ensemble et de se mobiliser, ça permet aussi de démonter quelques intox. Donc, j'en ai vu quelques, j'ai vu des questions dans la boîte à questions et du coup, ça m'intéresse d'y répondre. Nous, Français, Belges ou multinationales, on n'a pas élu des gouvernements dans les pays où on va exploiter les ressources. Donc, ce n'est pas à nous de décider si, quand on paye notre impôt, l'impôt qu'on doit à ce pays, si on mérite de lui payer les impôts parce que le gouvernement est corrompu ou ne l'est pas.
si on défend la démocratie, on défend le droit des peuples à élire leur gouvernement et à ensuite lui demander des comptes en termes de corruption. Donc, dans tous les pays du monde aujourd'hui, il y a des associations qui luttent contre la corruption. Elles se chargent de vérifier que nos impôts, que les impôts de nos multinationales, enfin de nos entreprises françaises ou belges, par exemple, qui travaillent en Zambie, que les impôts des entreprises en Zambie soient redistribués à la population de Zambie. Ce n'est pas à l'entreprise anglaise ou française qui travaille en Zambie de dire « je ne paierai pas les impôts parce que de toute façon, cet argent va être corrompu ». Ensuite, pour être corrompu, il faut quelqu'un qui vous corrompt. Donc ça, c'est encore une autre question. Donc, cette première... Il me semble que nous ne vous entendons plus, Marie-Antonelle. Ah, oui. Oui. Ah, voilà. Oui, Voilà. allez, c'est revenu. Donc, pardon. Pour nous, c'est important de justifier et de démontrer ensemble que c'est au peuple, à chaque population de demander la redistribution des impôts que son État a pu collecter et de demander des impôts justes et redistributifs. On permet aussi, le fait de travailler ensemble permet aussi de dire tous ensemble que si il y a de l'argent, contrairement à ce qu'on nous dit tout le temps, notamment en poussant des politiques d'austérité, oui, il y a de l'argent chaque année dans chaque pays et au niveau mondial, il y a plus de valeur créée. Cet argent n'arrive juste pas au bon endroit et n'est pas assez redistribué. Le problème, c'est que la fiscalité, c'est souvent l'angle mort de beaucoup de mouvements sociaux. Ça a l'air compliqué, et du coup, c'est un thème qui ne touche pas, qui ne pousse pas. Et pourtant, la plupart des mouvements sociaux contre la pauvreté, pour les droits des femmes, essayent d'avoir plus de budget pour leurs problèmes sociétaux. Et du coup, nous, ce qu'on fait aussi beaucoup, c'est connecter des chercheurs et des militants, connecter des activistes et spécialistes de la justice fiscale avec d'autres militants pour la justice climatique, pour les droits des femmes, etc. Je voulais vous montrer mon comité d'administration qui est là pour vous montrer qu'on représente toutes les régions du monde. Et comme vous pouvez le voir ici, nos membres font des activités très variées qui permettent de sensibiliser les mouvements sociaux divers et variés et les autorités à la question de la justice fiscale. Donc, vous voyez ici un training de femmes sur la justice fiscale en Asie. Vous voyez un débat étudiant sur la justice fiscale en Ouganda. Vous voyez un militant éthiopien qui explique pourquoi le Brexit va aggraver la justice fiscale en Angleterre en bas à gauche. Et vous voyez en haut à droite des militants pour la justice fiscale qui ont formé et échangé des ressources et des bonnes pratiques avec les autorités fiscales de tous les pays d'Amérique latine l'an dernier au Mexique. Donc on connecte, on fait réfléchir les mouvements sociaux et militants sur la question fiscale. Et une autre chose que l'on doit faire, c'est porter la voix des pays du Sud sur la question fiscale. Donc là, par exemple, vous voyez sur cette photo des femmes, de mouvements de femmes du monde entier réunies pendant 3 jours pour se former les unes les autres sur la question de financer les droits des femmes par la justice fiscale. C'était il y a 2 ans et puis aujourd'hui, ce groupe, il a grandi. Et à chaque fois qu'il y a des grandes réunions sur l'avancée des droits des femmes, eh bien, il y a plus de femmes capables de dire mais attention, allons chercher l'argent là où il est, dans l'évasion fiscale. Donc elles ont plus la capacité de savoir où aller chercher l'argent et de challenger leur gouvernement sur les politiques fiscales. On porte la voix de la justice fiscale dans tous les continents. Et donc là, vous voyez par exemple comment la campagne s'appelle dans les différents pays. Elle a pu s'appeler Paguen lo justo, donc payer ce qui est juste en Amérique latine. Elle s'appelle Arrêter l'hémorragie en Afrique, Stop the Bleeding. La campagne peut avoir plusieurs noms. L'important, c'est qu'on dise tous ensemble la même chose. On va aller parler aux mouvements sociaux et puis on va aussi dans les grands rendez-vous internationaux pour dire cette phrase que Cynthia a dit tout à l'heure: si vous n'êtes pas à la table des négociations, vous êtes au menu.
On va dire à l'OCDE, ce n'est pas à vous de décider pour tous les pays. Il y a une instance qui existe, qui est l'ONU, qui est démocratique et qui représente tous les pays. Et c'est là qu'on veut que les décisions fiscales soient prises. Et quand on dit tous ensemble, avec les mêmes phrases et la même voix, et qu'on vient de plein de pays différents, ça change la donne en termes de communication. On parle aussi à l'ONU dès que c'est possible, dès qu'il s'agit de financement du développement ou de financement de l'éducation, des droits des femmes, du climat. On essaye d'aller porter la voix de la justice fiscale et rappeler que l'argent existe, qu'il est là, qu'il faut bien aller le chercher au bon endroit. Est-ce que je peux continuer ou... Alors, il est un fait que nous arrivons normalement à la fin de l'émission, à 18h. C'était l'engagement pour nos participants. Je ne sais pas, Marie-Antonelle, est-ce que tu pourrais faire une conclusion synthétique sur quelque chose que tu voudrais vraiment transmettre? Tout à fait. De toute façon, les demandes ont été déjà expliquées par d'autres. Ce qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est de se dire qu'on entend... Ah, je crois que vous m'avez muté. Non, non, on t'entend. Pardon, j'apparaissais... on entend parler du Covid et on entend parler d'une crise du Covid. Et pour nous, et c'est ça le message que je veux porter aujourd'hui, il n'y a pas de crise du Covid. Il y a un Covid qui révèle une crise du système. Le Covid, il révèle les défaillances d'un système néolibéral qui ne fonctionne pas. Et aujourd'hui, pourquoi de l'Inde au Canada, de Strasbourg à Nairobi, les systèmes de santé sont aussi mal préparés et dépouillés? C'est parce que les politiques d'austérité, ça ne marche pas, c'est inégalitaire et que ce n'est pas soutenable, ce n'est pas durable. Donc aujourd'hui, c'est le moment de dire allons chercher l'argent là où il est et reconstruisons un système qui fonctionne pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Marie-Antonelle. Excuse-nous pour cet empressement à terminer dans les temps. Sébastien, est-ce que tu veux nous faire un petit mot de conclusion de cette émission, le Sud dans l'œil du cyclone? Alors, merci Corinne. Je vais être très bref parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est très difficile d'être exhaustif. On est allé aux Philippines, au Brésil, au Bénin, au Kenya, en France, en Belgique. Je pense que les analyses concordent en tout cas sur un premier point, c'est de dire que aussi bien dans la gestion de la pandémie. On ne t'entend plus, Sébastien. Aïe, on n'entend plus Sébastien. Sébastien, on ne t'entend plus. Alors, Sébastien, on n'entend plus Sébastien. Sébastien, je suis désolée. Je vais reprendre la main pour voilà, remercier tout le monde, vraiment tout le monde pour votre venue dans cette émission. Remercier pour vos interventions, remercier les participants et le public qui nous ont suivis, remercier notre interprète qui a fait ça vraiment d'une main de maître. Voilà, je vous remercie tous, vous avez été super. Excusez-nous pour ces ennuis techniques. Voilà, à très bientôt pour la suite. Alors, la suite, c'est demain, une nouvelle émission, toujours à 16h, qui traitera sur l'après-Covid, justement, après-Covid, quel monde on veut. Et on va essayer de mettre ça en lien avec la justice fiscale. Et vendredi, nous avons un débat politique parce que finalement, ceux qui décident au final, ce sont bien nos élus. Et donc, si on veut y arriver, c'est bien aussi de les écouter, de les entendre, de connaître leur point de vue. Voilà, merci beaucoup. Au revoir tout le monde.